Monsieur Maki Live TV, bienvenue. Commandant Collet. Peu importe la difficulté que tu traverses en ce moment, sois patient. Reste calme. Tu ne vas pas toujours souffrir. Un jour, toi aussi, tu vas mourir et te reposer. On retourne comme venu dans le jardin d'Éden. Je suis fatigué de laver habits chaque dimanche. Façon dormir est doux là. La mort doit être bâtard, hein. Tu fais quoi? Moi, je viens vous gâter. Non, gâte pas comme ça, tu peux pas venir, tu commences à gâter. Je suis en train de me préparer, j'entends, Non, on commence l'émission et puis là, si tu veux, tu gâtes. Voilà, attends, je te montre comment on fait. Je me mets là, je fais... Bonsoir. Nouvelle soirée de décryptage en compagnie de nos experts. Au menu ce soir, l'appel à candidature du PDCI RD1 en vue des élections locales de 2023. La rencontre entre le PPACI et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et la saison des pluies qui fait déjà des victimes. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans le live talk. Et en fin d'émission, monsieur TikTok sera là. Tu vois? Il faut voir. Bienvenue. Oyez, oyez. On est très heureux d'être en votre compagnie en ce moment à propos du championnat et du oyez. La nouvelle est tombée. Bon, je dirai ça tout à l'heure. Bonsoir Élisée, comment ça va? Bonsoir Brice, je vais très bien. Alors, j'avais promis que toute la semaine, on rappellerait que c'est votre semaine d'anniversaire. Bien sûr. Joyeux anniversaire Élisée Boulopé. Merci. Mais juste rappeler aussi que jusque-là, je n'ai pas encore reçu un cadeau, je ne sais pas pourquoi. Mais hier, on vous a donné le cadeau le plus gros de tous les cadeaux, on vous l'a donné. C'est notre amour. Oui, après l'amour, j'attends les autres. Le matériel. Lui qui parle de recueillement. Madame Bleu, bonsoir, comment allez-vous? Oui, très bien, Brice. Oh, très bien. Oui. En noir et blanc, j'ai tiré mon cœur. De rouge et noir. Jean Masse. Bravo, Alain Toussaint. Votre blind test est réussi. Thank you. Bonsoir Alain, comment ça va? Ça va, merci. La pluie vous a pas embêté ce matin? Non, ça va. Ça va. Franck Etienne est en notre compagnie. Il est journaliste et fondateur du journal en ligne adjoa.net. Adjoa.net. Bonsoir Franck, comment ça va? Bonsoir. Adjoa. Voilà, il y a une prononciation. Il le prononce très bien. Ben oui. Adjoa.net. C'est pas adjoa.net, c'est non, ouais, parce que Adjoa, c'est différent de Adjoa. Non, c'est clair. Adjoa, c'est différent. Je veux dire dans la prononciation. Et puis après, bon, écoute, il y a sous diverses prononciations, il y a diverses significations. Okay. Donc on retient Adjoa. Adjoa. Oui, on va retenir ce que le grand frère prononce. Comme adjudant. Voilà. Adjoa. A-D-J-U-A. .net. .net, .com, .ci, tout ramène. Faut voir. Bon, soirée de décryptage, on démarre maintenant. Après ça. Élection locale 2023, le PDCI lance un appel à candidature. Il faut reconnaître quand même, Alain Toussaint, qu'au PDCI, eh bien, il y a du mouvement. Oui, je pense que le parti du président Bédier innove. On le surnomme toujours le vieux parti? Ben, ça dépend. Hein. Voilà. Mais je pense que 50 ans, bon. C'est vieux. Ou 60 ans. Non, mais je pense que c'est une excellente initiative. Cela évitera peut-être une inflation de candidats indépendants issus de ces rangs. Et c'est aussi une manière d'ouvrir le jeu. Parce qu'on a très souvent, sur ce plateau, relevé l'absence de démocratie dans les partis politiques ivoiriens. Voilà. Il y a toujours un leader et puis d'autres qui exécutent. Et très souvent, les têtes qui sortent un peu du lot sont aussitôt ramenées vers le bas. Donc là, le jeu va être ouvert et tous ceux qui ont des intentions, des ambitions pour les futures élections locales devront donc se manifester. Je crois qu'ils ont un mois et demi pour le faire. Ah, justement, je m'apprêtais à le dire, Élisée Bouloubeu, le jeu est ouvert. Comment va se dérouler le jeu? Bien malin qui pourra le dire, hein, parce que le communiqué, il est juste un communiqué qui invite à faire acte de candidature pour ceux qui sont intéressés aux élections locales de 2023. Maintenant, comment va se faire le choix du candidat? Quelles sont éventuellement toutes les procédures qui vont entourer ce choix du candidat-là? On n'en sait pas grand-chose. On attend de voir certainement les jours à venir plus de communication et d'information à ce sujet. Pour l'heure, on est à un appel à manifestation
d'intérêt pour une candidature éventuelle pour le compte du PDCI. C'est ce que nous savons du communiqué. Très bien. Il dit que tu es très heureuse d'imaginer qu'aujourd'hui, ce n'est pas le grand Manitou qui décide à qui on envoie les noms. Non, pas celui-là, celui-là. Vous avez l'impression que... Bon, après, c'est ce qui est visible. Hein. Il faut faire un peu, on le dit souvent en entreprise, responsabilité sociétale de l'entreprise, donc montrer une bonne image. Et c'est ce qui devrait être, c'est préparer des primaires, donc faire appel à candidature pour les têtes de liste des prochaines élections municipales et régionales. C'est ce qui devrait être fait, donc normalement. On espère que les différentes candidatures vont suivre le processus normal, que celles qui sont retenues donc à l'issue des votes des partisans, effectivement, vont pouvoir poursuivre leur candidature pour ces différentes élections et qu'il n'y aura pas de changement en cours de route sur décision, comme tu le dis, du grand Manitou. Franck Etienne, on a envie de dire, mais pourquoi si tard? Parce que c'est un système qui fonctionne et qui fonctionne bien dans d'autres pays. Non, on ne va pas dire ça, on ne va pas dire pourquoi si tard, parce que dans tous les cas, il y avait des systèmes pour choisir les candidats. Simplement que je vais être moins optimiste, comme Alain, parce que tout à l'heure, quand Alain parlait, il a dit va. Donc, il est optimiste de ce que ça va produire comme résultat. Moi, je vais être moins optimiste, parce qu'on a remarqué, donc, avec nos hommes politiques, que quel que soit le système qu'on choisit, on finit par coincer quelque part. C'est très pessimiste. Et en la matière ici, on ne parle pas les critères, je veux dire pour l'instant, on ne connaît pas encore les critères de choix. Donc il faut craindre certainement le système de parrainage ou le système de parachutage. Vous savez par exemple que l'un des critères qui a souvent été décrié, c'est de dire que tel ou tel est influent ou à tel positionnement a plus de visibilité, quand la base du parti ne choisit pas la personne. Et puis après, il y a le système de parrainage, quand certains caciques décident que ce soit tel ou tel qui soit le candidat dans telle ou telle zone, et c'est cela qui est difficile. C'est pour ça que j'ai dit, le visage que nos hommes politiques nous ont déjà montré, quelles que soient les méthodes, c'est qu'il faut prendre tout ça, toute cette démarche avec beaucoup de pincettes en attendant vraiment d'en voir les résultats de façon probante. Bon, je pense que mon propos n'était pas forcément pour traduire mon optimisme sur ce processus. J'ai juste indiqué que le PDCI ouvrait le jeu à tous ceux qui se réclament de ce parti. Maintenant, effectivement, il ne faut pas non plus qu'à travers une procédure qui peut apparaître comme étant transparente, on profite pour régler des comptes. Parce qu'effectivement, le critère, je pense, c'est appartenir au PDCI, sans doute être à jour de ses cotisations. Je pense que ce sont les deux seuls que je peux peut-être évoquer. Être un militant actif, donc un troisième. Maintenant, le reste, il y a un comité qui reçoit les candidatures. C'est ce comité qui va délibérer. À Cocody, on sait qu'il y a une députée, Mme Poignet, voilà, qui n'est pas forcément dans les grâces du parti. Ici, elle a une volonté d'être candidate au municipal de 2023. Est-ce que elle ne risque pas d'être recalée? Je le dis comme ça, hein. Vous savez, on fait des projections, compte tenu quand même de la qualité, entre guillemets, de ces relations entre Mme Mounien et le PDCI. Pour le principe de municipal, qui va désigner, qui va décider de qui représentera les couleurs du parti? C'est une base, il y a un comité technique, il y a un comité de sages? Logiquement, ce qui est de coutume, c'est que, comme on le dit, les uns et les autres fassent intention de candidature et déposent leur candidature. Maintenant, il y a un comité au sein du parti. Voilà, comité de gestion et de suivi des élections. Voilà, au sein du parti qui, lui, maintenant, regarde un certain nombre d'éléments et fait des propositions au président général du parti qui, lui, entérine et donne officiellement la liste de ceux qui ont représenté le parti. Un nombre de petites CIE, ce qui est plutôt recommandé, c'est qu'effectivement, ce comité-là s'appuie sur la base. Parce qu'en réalité, c'est la base qui, elle, maîtrise son environnement. Donc, qui, elle, est à même de dire exactement, voilà, celui qui, en notre sens, peut vraiment défendre les couleurs du parti. Mais pour le PDCI, je pense qu'il y a un enjeu important dans la suite de la désignation des candidats. Parce que pour ceux qui se rappellent, le PDCI a décidé de faire son congrès, un congrès extraordinaire en 2023. Je crois qu'il y a un défi de cohésion qui s'impose. Si les choix
sont faits au détriment de la volonté de la base. Déjà même que dans le parti, il y a certaines personnalités qui ont donné leur intention ou qui ont affirmé leur volonté, leur intention d'être candidates en 2025. Donc il y a vraiment un vrai défi de cohésion auquel le PDCI doit pouvoir faire face. C'est un virage qu'il faut bien négocier au risque d'aller vers une probable dissension et implosion. Et tu parles de défi de cohésion. On a vu le 13 mai 2022, la députée Yasmina Ouyen qui a créé un collectif, qui a lancé en tout cas un collectif de militants du PDCI. 13 juin, pardon, un collectif de militants du PDCI dont le but était de pouvoir réfléchir à la cohésion du parti. On se pose des questions. Un collectif de militants du PDCI au sein du PDCI, est-ce que ce n'est pas une autre fronde, un autre front en tout cas ce qui s'ouvre, sachant les velléités ou la volonté de la jeunesse du parti de pouvoir s'exprimer et je pense que ce parti a tout intérêt à faire de ces primaires un succès. Alors, oui, Franck, allez-y, puis après je vais revenir à Alain pour parler du principe. À la décharge de Yasmina Ouyen, c'est que toutes ces désignations des candidatures n'ont pas été, je vais dire, comme lettre à la poste. Ça a été souvent difficile pour elle. D'abord, dans un premier temps, d'être parrainée par le PDCI, mais après, elle a dû partir même en indépendant, voilà, pour gagner. Mais l'autre enjeu, donc pour parler des enjeux, comme l'a dit tout à l'heure Élysée, c'est l'alliance probable entre donc, le PDCI et le PPACI. Alors, le PDCI préfère jouer ses cartes dès maintenant pour savoir qui est désigné et où, de sorte que quand ils iront peut-être à la table de négociation donc avec le PPACI, ce soit plus facile. Voilà, parce qu'après, on va peser donc les forces en présence par rapport aux personnes que le PPACI voudra bien faire venir. Voilà un peu l'autre enjeu. Allez, en comparaison, hein, on parle des systèmes donc, du PDCI. Vous qui avez eu l'occasion de challenger d'autres systèmes, le système des primaires dans d'autres pays, comment ça fonctionne? Est-ce que la base, elle est partie prenante dans cette fameuse base, hein, donc les militants, est-ce qu'ils votent Oui, généralement, on sollicite les militants, notamment ceux qui sont à jour de la cotisation, qui sont les militants actifs, qui ont la carte du parti, donc qui constituent le corps ou le collège électoral. Et tous les candidats qui veulent compétir à une élection se soumettent donc au suffrage de ces militants-là. Mais ici, c'est un comité ad hoc qui va décider, qui va faire le tri et désigner les candidats du PDCI. Maintenant, juste un mot sur l'alliance avec le PPACI. Je me souviens d'une interview donnée par le député de Yopougon, Diaou Fouet, qui disait qu'en 2023, ou en tout cas aux prochaines élections municipales ou locales, le PDCI partirait sous sa propre étiquette d'abord et ensuite pour négocier sans doute avec le PPACI. Donc ce qui signifie par exemple dans le cas des élections municipales, on aura des candidats PPACI opposés à des candidats PDCI. Maintenant, au moment du vote de l'élection du maire, alors ces partis-là feraient donc des arrangements d'appareil pour savoir pour qui devrait pencher la balance. Donc chacun part déjà et ensuite on verra. C'est aussi bien parce que cela permet de quand même se peser, savoir quel est le poids de tel ou tel parti. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde est leader. Quand vous voyez les slogans des partis politiques, nous sommes le premier parti, nous sommes ceci, cela. Donc chacun ira sous son étiquette aux élections. En tout cas au premier tour, voilà, et puis après, au moment de voter, on verra bien. C'est un bon exercice hein, pour 2025 aussi, pour les élections présidentielles. Forcément. Ça marche, il pourrait rééditer l'exploit. C'est un indicateur. C'est un indicateur. Rééditer l'exploit. Si ça marche pour les municipales. Entre Henri Konan-Bédié et qui... Moi, par expérience, si on veut s'appuyer sur ce qu'on a déjà vu, je pense que au nombre des défis aussi, c'est vraiment l'un des défis, arriver vraiment à faire l'unanimité sur des candidatures, je dirais, de coalition, parce qu'on a vu ce que ça donnait aux législatives de 2021. À un moment, certains ont carrément quitté l'Alliance parce qu'ils ont estimé qu'elles étaient lésées, et je crains fort qu'on se retrouve un peu d'un tel schéma aussi. C'est vraiment le grand défi. Aujourd'hui, force est de reconnaître quand même qu'en termes de homogénéité, le parti au pouvoir est vraiment plus homogène sur la désignation de ses personnalités, vraiment comparé à l'opposition. Et puis, on ne perd pas de vue que si les choses se déroulent comme prévu et que, je dirais, celui dont on qualifiait d'électron très libre hier
descendre dans l'arène, c'est l'arrivée de Blé Goudé qui lui encore va essayer certainement déjà de faire des premières approches. Donc je me dis qu'au niveau de l'opposition, il y aura vraiment de l'animation. Oui, pour la comparaison avec le parti au pouvoir, ce que j'allais dire. Il faut faire vraiment attention. Voilà. Tous les partis au pouvoir sont stables. Tous les partis au pouvoir, depuis que la Côte d'Ivoire est multipartite, tous les partis au pouvoir sont stables. Quand on est au pouvoir, on a du respect que pour le président de la République. Alors quand le président parle, c'est fini. Parce que le chef du parti est président de la République. Attention. Voilà. Donc, voilà. Oui, j'entends. Mais moi, c'est le fait que je dis. Le fait, c'est que c'est stable. Mais le problème, c'est que c'est une comparaison qui va t'attirer forcément. De foudre. Oui, bon, la comparaison n'est pas mauvaise, mais il faut simplement relever qu'en 2021 aussi, les choix des candidats aux législatives n'avaient pas été aussi faciles, c'est vrai. Parce qu'il y a eu des contestations. Il y a 2011 aussi. Oui, bon, en tout cas, pour l'élection la plus proche, il y a eu des contestations, beaucoup de rôles, quand même, et les gens se sont Il a fallu au final même qu'on s'en réfère à l'arbitrage du président de la République. Voilà, quand il a dit parce que là, justement, des comités avaient été mis en place autour de 4 ou 5 ou 6 personnalités, dont le directeur exécutif, M. Kafana et d'autres, enfin c'était M. Bitoro à l'époque, et le Premier ministre Patrick Hachi, mais ces décisions n'ont pas été, en tout cas, forcément bien accueillies. Une chose sur nos pages des réseaux sociaux. Le pessimisme des internautes réagissent sur nos pages des réseaux sociaux. Kader Bamba nous dit le choix de manière pas toujours consensuelle crée des frustrations et pousse certains à aller en indépendant. Bien sûr, c'est ce qu'on a toujours C'est ce qui arrive souvent. Donc la solution, soit le consensus, ils peuvent, et les primaires si c'est obligatoire. Donc un consensus en première option et puis peut-être... Mais la difficulté des primaires, en fait, ici, dans ce cas de figure, c'est que, comme Alain le disait, généralement, les primaires ont eu du succès quand on le remarque vraiment dans les pays occidentaux, parce que là, les militants sont répertoriés, ils sont vraiment connus et ils participent à la vie du parti. Ici, on a des militants, mais qui ne sont pas répertoriés, ils n'ont pas de carte en réalité. Donc, quand tu vas aller dans une dynamique de fait des primaires, tu vas te retrouver un collège électoral que tu ne maîtrises pas en fait. C'est-à-dire, tu t'attends peut-être à 500 gars, tu te retrouves demain avec 3000 militants. Tu ne sais pas d'où ils sont sortis parce que chacun va vouloir mobiliser les membres de sa famille et tout ça. Voilà, enrôler pour faire le collège électoral. Ça devient un peu plus difficile en fait. Mais c'est ce qui fait qu'on est obligé les partis ne devraient pas dire ça, parce que quand on les écoute, on a toujours on entend, on a 1 million de militants, on a 2 millions de militants. Donc mais ce n'est pas 1 million sur feuille, c'est 1 million dans meeting. Justement, et il faut qu'arriver en Côte d'Ivoire, il faut qu'on arrive à sortir de ça. Finalement, il faut qu'on arrive à identifier ceux qui sont politiques, ceux qui sont des militants. En fait, d'une certaine manière, les partis doivent sortir de l'informel. Il faut sortir la professionnalisation. Parce que là, par exemple, on aurait pu utiliser les moyens informatiques électroniques. Oui, paiement par mobile money de la cotisation du parti. Voilà, bon, merci en tout cas, c'est bien noté. Une chose est sûre, je peux vous assurer qu'à l'Africa Sport, vendredi... Et en D2 Non, on est à un point du leader à l'Africa Sport. Donc on a une réunion le vendredi pour cotiser en tant que... on est encore à cette étape-là de cotiser. Qui est le leader? On va à la pub. Qui est le leader? Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de nos experts maison, Edith Broubleu, Élisée Boloukbe, d'ailleurs, dont on parle de la chemise sur les réseaux sociaux, avec une petite allusion au cadre du PDCI. Mais bon, tout ça. Il faut reconnaître quand même que les gens du PDCI tiennent toujours la route. Hein. Oui. Et Franck Etienne. Ils sont toujours dans le coup. Ils sont toujours dans le coup. Bon, alors on dit également qu'Élisée aime beaucoup le parti au pouvoir en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Pas vrai. Bon, pour dire qu'on lit, hein, on lit comme ça vient. On lit comme ça vient. Deuxième point. Allez, Yacouba est sorti. Petit point pour la suite de notre décryptage. Un autre point en tout cas. Celui-là concernant le dialogue politique, eh bien c'est le PPACI qui interpelle le gouvernement. Qu'en est-il, Élisée? Ben, moi, je ne sais pas si le titre vraiment est... Parce que quand on lit, en fait, quand on lit, je dirais, l'article, je ne vois pas vraiment l'interpellation dont on parle. C'est un échange? En réalité, ouais, le PPACI a rendu visite au ministre de l'Intérieur. Il y a eu des échanges
dont même la profondeur n'a même pas été révélée à l'ensemble je dirais des Ivoiriens. Donc, je ne sais pas d'où on Non, tire. il y a eu une déclaration de M. Katina Ouais, il y a une à la sortie de l'audience. Oui, je suis d'accord. Il y a une... Donc, et il donne la teneur. Le parti n'acceptera Allez-y, pas Alain. qu'on ruse avec lui. Voilà. Oui, enfin, Il y a Edith, une partie, oui. Vous avez dit la phrase où il dit le parti n'acceptera pas qu'on ruse avec lui. Bon, on dit qu'il l'interpelle. Bon, chacun peut l'interpréter comme il veut, mais moi, pour moi, je pense que ce n'est pas forcément une interpellation en tant que telle. Je crois que Katina, après avoir échangé avec le ministre, veut dire en réalité qu'il y a des sujets, il y a des réels sujets qui existent pour lesquels vraiment il faut que le dialogue se poursuive, il faut que les échanges se poursuivent. Mais pour moi, je salue déjà l'initiative. Je salue vraiment l'initiative parce que c'est ce que, pour nous, c'est ce que, comme le disait la dernière fois, je me rappelle ici sur le plateau, André, qui disait qu'il va falloir que nous, peut-être, on invente notre modèle de démocratie, qu'on ne soit pas forcément aussi liés sur ce qu'on voit au niveau de l'Occident. Et je trouve que c'est des belles images, c'est des belles symboliques. On ne dit pas qu'on est toujours d'accord, mais au moins, on trouve le cadre de s'asseoir et puis de discuter, d'échanger. De là peuvent sortir vraiment les solutions pour permettre qu'il y ait vraiment la stabilité et la paix. Moi, je salue déjà l'initiative. Mais lorsqu'on lit la teneur des propos, en tout cas de l'objet de la rencontre avec le ministre de l'Intérieur, ils sont venus quand même rappeler leur intégration, leur préoccupation et leur intégration à la commission électorale indépendante qui avait été négociée aussi, discutée pendant le dialogue politique. Et c'est ce qu'on disait une fois, ce qu'on avait dit une fois sur ce plateau. C'est bien, il y a eu une signature des conclusions du dialogue politique, mais il n'y a pas eu de mise en œuvre, de planning, de mise en œuvre, de planning, de mise en exécution de ces différentes conclusions de programme, voilà, de mise en application. Et certainement qu'à un moment donné, cela pourrait devenir un point bloquant parce que sans visibilité concrète pour les différentes parties qui ont participé à ce dialogue politique, à un moment donné, ça va forcément ressortir. Et là, ils viennent rappeler que leur intégration à la commission électorale indépendante faisait partie des conclusions. Qu'est-ce qu'il en est? Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'ils sont déterminés à intégrer cette cellule. L'interpellation. Alors, et d'ailleurs, les propos de M. Katina sont sans appel. Ah oui. Il dit même que la revendication du PPACI est non négociable et que le parti n'acceptera pas qu'on ruse avec lui. Et il ajoute même notre parti a accepté ce compromis, donc parlant sans doute des résolutions du dialogue politique, et voilà, au nom de la réconciliation. Donc ça, on est quand même loin de la visite visite de courtoisie. Voilà, ils sont allés pour rappeler aux représentants du gouvernement, qui était d'ailleurs celui qui présidait les rencontres du dialogue politique, qu'il est temps de mettre en œuvre les résolutions, ce dont nous parlions déjà ici sur ce plateau, en disant, bon, ça fait 3 mois, 4 mois, on ne voit rien venir, notamment la modification de la CEI, la révision de la liste électorale. Si on veut aller aux élections d'ici 12 à 18 mois, il serait peut-être temps de faire une première révision maintenant et une seconde peut-être l'année prochaine. Donc il faut aussi que les uns et les autres soient sincères quand ils font le dialogue politique. Raison, oui. Oui, mais dit comme cela, c'est juste, mais en même temps, il faut regarder de très près les résolutions du dialogue politique. Parce que quand vous voyez, au-delà donc de réclamer leur positionnement donc, au sein de la CEI, ils réclament aussi le comité de suivi de l'application de ce dialogue-là. Malheureusement, dans le communiqué final des résolutions, dès l'entame, il est clairement mentionné que les institutions de l'État ne sont pas défaillantes. Voilà. Au moment où le dialogue se tient, les institutions de l'État ne sont pas défaillantes. À partir de là, est-ce que l'État est obligé de mettre en place un comité de suivi? Parce que dans une démocratie normale, ce qui pourrait apparaître comme un comité de suivi, mais c'est justement les partis d'opposition. Ce ne sont pas, c'est pas le pouvoir lui-même qui va s'auto-suivre. Voilà. Donc c'est le parti au pouvoir, enfin c'est l'opposition qui doit suivre si oui ou non si les résolutions ont été appliquées ou sont appliquées. Oui, mais non, ça c'est un. De deux, comment on appelle ça? À ce niveau-là, ils ne peuvent pas interpeller. Voilà, ils sont victimes, comme je dis, ils sont victimes de leur propre peut-être manque de vigilance dans la prise de décision finale
après ce dialogue politique-là. Donc la peur de s'être fait doubler. Étienne, je crois que la question d'un comité de suivi avait été évoquée. Justement, ça a été évoqué. Ça avait été évoqué. Mais c'est en contradiction. Dans les échanges. Parce que justement, c'était je dirais, l'un des problèmes qu'avaient évoqué même les différentes parties par rapport au dialogue précédent. Parce que c'est vrai qu'au dialogue précédent, il y avait eu quelques résultats, mais ce qui n'avait pas été fait c'est qu'il y ait un comité qui puisse vraiment, dans un chronogramme bien élaboré, suivre l'évolution des résolutions qui avaient été prises. Donc, ça, c'était l'une des questions qui avait été au cœur des débats. Donc, je crois que la démarche que le PPACI a aujourd'hui, c'est une démarche normale. C'est-à-dire, on estime, pour notre part, qu'on a arrêté l'ensemble des décisions. Si des mois plus tard, on constate que les choses ne bougent pas, peut-être que ce n'est pas parce que les choses ne bougent pas, mais on constate que ça ne bouge pas au rythme voulu. C'est le droit le plus absolu, puisqu'on est dans un dialogue, d'approcher ceux avec qui on a dialogué. Mais après, le calendrier des gens n'est pas... Et dit en fait où nous en sommes. Voilà, on veut que les choses aillent un peu plus. Ils auraient pu se contenter de produire un communiqué de presse pour dénoncer cet état de fait. Attention, mais cela aurait pu être mal pris par le gouvernement. Exactement. Puisqu'on est dans une dynamique de dialogue et de Moi, j'apprécie cette démarche, le fait qu'ils aient demandé à rencontrer le ministre de vous parlez du comité de suivi, mais ce n'est pas forcément parce qu'il y a une crise qu'on met sur pied un comité de suivi. Des partis politiques se rencontrent. On dit pour mettre en œuvre les décisions qui sont prises, on met en place une équipe qui est chargée de veiller à ce que ces résolutions, ces décisions soient appliquées ou exécutées. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et ici, on l'a dénoncé sur ce plateau, que la faiblesse de cet accord, c'était d'une part qu'il n'y avait pas de comité de suivi et d'autre part qu'il n'y avait pas de chronogramme. Donc c'est normal que, allant au rythme qu'il souhaite, le gouvernement soit interpellé par le PPACI. Non, justement, moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord qu'effectivement on avait attiré l'attention des uns et des autres sur la question. Mais malheureusement, ce n'était pas nous. Ce n'est pas nous qui étions à la table des négociations. C'était eux. Et ils n'ont pas eu le nœud creux pour déjà mettre ce comité de suivi en place avant même de sortir du dialogue. Et aujourd'hui, ils sont pris à leur propre jeu, ils sont pris à leur propre piège. Alors, donc ça veut dire que quand tout à l'heure, c'est vrai que Alain dit qu'ils ont besoin de discuter avec le gouvernement, mais quand on a besoin de discuter, on ne sort pas pour dire on n'acceptera pas qu'on ruse avec nous. Voilà, les mots aussi sont voilà, je crois que le ton de M. Katina est un peu gêné. Le ton est un peu gênant, le ton est un peu dur. On n'acceptera pas. Non, on est allé rencontrer le ministre de la Sécurité, on a discuté de telle chose. On pense que les choses sont peut-être en de bonne voie, mais on ne lance pas un ultimatum. Parce que ce que ça donne, le sentiment que ça donne, c'est que on se rend compte avec du recul qu'on a été un peu trop laxiste sur les bords. Et donc, il nous faut reprendre du poil. Mais tout ça, on l'a dit ici sur ce plateau. Mais Franck, j'entends bien ce que Franck dit. Mais je ne veux pas aussi qu'on donne l'impression qu'il y a péril en la demeure. Même dans toutes les démocraties, même quand on s'assoit, qu'on discute et tout ça, mais il est important à un moment forcément du fonctionnement qu'on s'assied, qu'on discute pour faire, même pas forcément pour revendiquer quelque chose, mais pour faire l'évaluation de ce qui a été fait jusque-là. C'est des choses qui arrivent. Donc pour moi, ça rentre dans l'ordre normal. Ce qui se passe, ça rentre dans l'ordre normal des choses. C'est très normal que les partis d'opposition qui ont eu un cadre de dialogue avec le pouvoir, à un moment, quand ils estiment qu'il est important de s'approcher du gouvernement pour avoir un certain nombre d'informations relativement aux décisions qui ont été prises, c'est leur droit le plus absolu. Et ça pour moi, ça rentre vraiment dans l'ordre normal des choses. Je suis d'accord. Maintenant, sur la question de la tonalité du discours. Voilà, la tonalité, les propos empruntés. Bon, ça, quand on va parler, on va nous dire encore que non, on parle beaucoup. Mais moi, je pense qu'on est un peu coutumier de ça de la part des cadres du PPACI. Non. Ils sont... non. Bon, je ne vais pas fusiller tout le monde. Voilà. Je ne fusillerai pas tout le monde, mais la métrologie langagière. Voilà, je ne fusillerai pas tout le monde, mais il faut reconnaître qu'à un moment, quand même, il y a bon nombre de ces cadres, quand même, il faut le dire. Je crois qu'il y a une pédagogie à faire à ce niveau. On n'est pas forcément obligé à chaque fois, même quand on n'est pas d'accord, de donner l'impression qu'on est dans une guéguerre. Voilà. C'est pas utile. Par exemple, c'est vraiment pas utile pour moi. Pour le PPACI de Laurent Gbagbo, son entrée à la CEI est non négociable. Bon, alors que les négociations ont déjà eu lieu. Alors que vous avez reconnu dans des résolutions qu'il n'y a pas péril en la demeure. L'expert en communication va nous dire quelque chose. Oui, non, je voulais juste compléter pour dire en même temps, cette séquence-là, elle est plutôt rassurante pour la démocratie. Il y a quand même une semaine, le monde entier disait que
l'opposition avait été dissoute. On fustigeait notre lorsque, démocratie ivoirienne. comme un seul homme ou une seule femme, comme on veut, l'opposition et le pouvoir ont voté pour M. Adama Bictogo à la tête de l'Assemblée. Donc, cela veut dire que la nature des choses ne change pas. Que cette opposition a bien l'intention, je crois, de revendiquer voilà, jouer son rôle d'opposition, voilà, tout de simplement. Oui, en réalité, donc non, c'est finalement, Et c'est ce que voir. je disais avant le dialogue, j'ai dit, au lieu d'aller au dialogue, jouez juste votre rôle d'opposition. Ils se rendent compte que le dialogue n'a pas servi à grand-chose. Donc c'est aujourd'hui. Non, Franco, n'avance pas. Non, N'avance il pas. conclut. Non, Non, il va vite n'avance dans pas. des zones. Mais ils se Non, rendent tu vas compte que ça n'a Tu vas pas vite servi dans à des- grand-chose. tu vas Ça vite dans des zones. Non, Ils ne l'ont jamais dit. Non, ils ne l'ont jamais dit. Ça a servi, mais... Non, ils ne l'ont jamais dit. Non, ça a servi quand même. Non, non, non. Oui, c'est ton Ça- avis, c'est moi, ton je- avis, moi, mais- je pense que... Je conserve mon avis. Non, non, mais le PPACI Sérieusement, ne peut je pas, l'ai dit non, le depuis le PPACI ne peut début. pas partager ton avis dans la mesure où le dialogue a permis qu'ils aient une promesse d'intégration à la CEI. Donc, on ne peut pas dire que le dialogue n'a rien donné. Et puis Voilà. de recevoir bientôt le financement. Enfin, Mais les bien fonds sûr, pour donc le on ne peut pas dire que financement du parti qu'on n'a rien politique. donné. Maintenant, bon, donnons On le va temps reçu au une temps partie de voir la mise en œuvre. Est-ce qu'ils ont reçu? Bon, Non, c'est le FPI avec Pascal Oui, Affinissant mais- qui a Non, dit non, ça. mais ils sont convenus dessus. Ça, c'est l'une des choses sur lesquelles ils sont arrêtés et ils ont eu plus ou moins un accord verbal déjà sur la question. Donc, Voilà, je crois donc- que c'est... donc on Tout est ça, riche. ça réjouit quand même les Ça veut chapelles. dire qu'on est aussi. Non, en tout cas, avec- ce sont des images qui montrent un peu la vivacité de notre démocratie. finalement. C'est vrai Mais- que sur ce plateau, on avait titillé un peu Mais la les tonalité partis du d'opposition discours me fait après penser l'élection que du président de l'Assemblée nationale. l'opposition veut reprendre véritablement. Non, c'est reprendre la main. Parce que vous Voilà. n'avez C'est- pas Parce que les éléments de langage qui parfois dérangent. On est coutumier à Oui, ça. bien sûr, mais on est On est habitué. coutumier à ça, on est coutumier à ça. Ce sont des C'est le éléments de contraire qui a langage c'est le qui contraire qui a dérangent. commencé Moi, à nous j'étais aider. convaincu qu'ils allaient perdre la main. Et ça, c'est... Non, on est un peu coutumier. Je pense que c'est le contraire qui nous aurait un peu surpris. Mais bon, je crois qu'au fur et à mesure, on se rendra tous compte que Non, les ils vont Ivoiriens ont besoin reprendre la de plus main. d'apaisement. Ils vont quoi. reprendre la main parce que je suis Kanem Bamba convaincu. nous dit, utilisons le bon ton. Ça vous rappelle quelque chose? Mais bien sûr, Effectivement. bien sûr. Non, bien ils peuvent sûr. reprendre la Non, main, ils vont mais reprendre la main tout en parce restant que, uniquement dans les parce que propos, pas dans les actes. je parie que un cadre du parti au pouvoir va répondre dans la semaine et puis les gens vont reprendre Ça va la main. ils repartir vont encore recommencer dans des pics, comme on Ah, a mais l'habitude de après, les voir. après, on ne doit pas être dans une arène politique où Non, ça- tout le monde est tout le Oui, bisounours. ça fait Oui, bien très- sûr. Non, mais c'est En fait, ça peut Dina. aller dans les mots, ça peut juste rester dans les mots sans aller dans, pour l'instant, c'est voilà, que dans les sur mots. le terrain. Voilà, tout simplement. Que Pour des l'instant, mots, tout c'est que dans les simplement. mots. Mais ce sont les mots qui créent les mots aussi. Et ils doivent contrôler MAX. également leur base. C'est important. Parce que souvent aussi, les mots font plus mal hein, que même le fusil. Donc Voilà. ça aussi, c'est important de pouvoir vraiment les, Voilà, il faut, voilà, il faut- les encadrer, il faut surtout dans, simplement- il faut surtout dans cet simplement environnement demander- de volonté il faut d'aller à la, simplement à la demander cohésion. au cadre du PPACI de diluer encore un peu plus. Est-ce qu'ils n'expriment pas des choses en fonction des frustrations qu'ils reçoivent? Oui. Vous ne demandez pas à des gens qui ont reçu de grosses frustrations de dire vous le savez, nous souhaitons que. Ah, mais non Ils estiment qu'à un moment donné, il faut taper du poing sur Oui, la mais table. à un moment dire, donné aussi, c'est le non négociable gouvernement- parce qu'à un moment donné. Et le problème, c'est que le calendrier tourne. hein. Voilà. C'est ça. Vous voyez, et ça fait quand Non, même ils ont tout à 3, fait 4 raison de mois demander, après le dialogue. oui, cette Bon, intégration et le surtout temps de passe demander quand un même. calendrier. Voilà, le temps passe. Ils ont tout à fait raison. Donc quand vous demandez un C'est que calendrier, je pense que quand tout vous le demandez un monde- calendrier qui est Tout le tard, monde gagnerait à commencer déjà à arranger son agenda comme le PDCI, déjà commencer à faire appel aux intentions des candidatures, parce que tout compte fait, on ira aux élections. Ça, c'est quelque chose qui est incontournable. très bien. On va aborder le prochain sujet ce soir sur notre palette. Eh bien, c'est la saison des pluies qui malheureusement fait déjà des victimes. On en parle juste après une pause. Le Live Talk est de retour hein, sur vos écrans en compagnie de nos experts maison Alain Toussaint, Élise Broubleu, Élisée Bolugbo et Franck Etienne sur la question donc, de l'interpellation et du bon ton donc, au niveau du PPACI. Eh bien, il y avait des échanges sur le plateau et sur nos pages des réseaux sociaux, vous êtes très nombreux. Nous allons à présent aborder le troisième point, celui-là je le disais donc relatif à la saison des pluies qui malheureusement fait déjà des victimes. Éboulement à Moussicro dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 juin 2022. Dommage. Élise. Oui, c'est triste. Malheureusement, on a eu un éboulement de terrain à Moussicro, donc dans la commune d'Atekoubé, qui a emporté 6 personnes, 4 adultes et 2 enfants, avec également 2 personnes blessées qui ont été évacuées à l'hôpital. On avait déjà reçu ici le ministre, Bouaké Fofana, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, qui était venu annoncer le lancement de l'opération de déguerpissement des personnes voilà, qui sont dans des zones à risque, donc 54 zones à risque qui avaient été identifiées dans 13 communes d'Abidjan. Et malheureusement, c'est difficile de pouvoir faire partir des personnes
qui sont là depuis de nombreuses années, malgré les risques qu'elles encourent dans ces zones à risque, c'est difficile de les faire partir. Et on se retrouve dans ce genre de situation dramatique où des personnes ont perdu la vie, malheureusement. Franchement, comme dit Kader Bamba, nos condoléances donc aux personnes décédées, prompt rétablissement aux blessés. À côté de ça, il y avait un grand débat sur le plateau il y a quelques semaines. Faut-il les faire partir? Ils iraient où? Le timing, est-ce que le timing était bon? Je pense qu'au regard de ce qu'on constate là, on s'est dit ces personnes-là auraient mieux fait de partir, par exemple. Oui, absolument, elles auraient mieux fait de partir. C'est vrai que le débat sur ce plateau n'était pas le fait de les faire partir, mais c'était surtout sur le timing, parce que nous sommes déjà en pleine saison des pluies. C'est une opération qui aurait pu être menée certainement plusieurs mois avant, en tout cas en période sèche, pour pouvoir éviter ce genre de situation et donner du temps à ces personnes de pouvoir trouver d'autres endroits pour être relogées. On avait même parlé de la question du relogement de ces personnes. Où est-ce qu'elles vont aller? Où est-ce qu'elles vont vivre? C'est vrai, on veut sauver leur vie, mais au-delà de ça, il faut pouvoir leur trouver un point de chute. Donc c'était le débat qu'il y avait sur ce plateau. Malheureusement, sur cette question-là, je pense que tous les gouvernements qui sont succédés ont été toujours dans la réaction, au lieu d'être dans l'anticipation. On parlait d'anticipation, voilà, effectivement. parce qu'on attend, quand la saison des pluies s'annonce, quand la Sodexam annonce lorsqu'on a déjà les pieds dans l'eau. Voilà, ouais. Quand on a déjà les pieds dans l'eau, c'est en ce moment-là qu'on veut prendre des décisions. Et c'est compliqué. Les flancs de collines sont connus de tous. D'ailleurs, le ministre a reconnu qu'il y a 54 donc, zones à risque. Ça veut dire qu'on les a identifiées bien avant. Et donc, à partir de là, on pouvait, par exemple, identifier, après avoir identifié les zones, identifier les personnes qui y habitent, connaître les activités que ces personnes pratiquent, parce qu'elles n'habitent pas là-bas sans pratiquer d'activité du tout. Donc, peut-être les aider dans leur activité, peut-être à développer leur activité, si c'est un commerce, si c'est une agriculture, si c'est ceci ou cela, les aider dans ce sens-là, et puis les aider pendant peut-être toute l'année à se trouver un toit. Il y a un danger dans ces accompagnements-là. Le danger, c'est que les personnes sont souvent aidées, donc indemnisées avec un peu d'argent et ne vont plus. Oui. Et c'est vrai qu'il y a ce danger-là, mais le gouvernement devrait être un peu plus ferme. Voilà, un peu plus ferme. C'est-à-dire que quand on décide de déguerpir un endroit, on le déguerpit, mais on ne laisse pas l'endroit, je veux dire, sans rien faire sur le terrain, de sorte à ce que les personnes ne puissent pas recoloniser les endroits. C'est un peu ça aussi, peut-être la difficulté avec le gouvernement. C'est vrai qu'on va parler de la responsabilité du gouvernement, hein, on l'a dit, dans la sensibilisation, éventuellement de l'accompagnement. Il faut parler aussi de la responsabilité des populations, parce que je veux dire, quand on finit de voir ces situations-là, normalement, on aurait même imaginé que toutes celles qui sont dans cette zone-là auraient décidé de prendre Mais après, ce sont des personnes aussi, pour la plupart, à faible revenu. On a vu dans le reportage de John Jay, il y a problème. La plupart sont des personnes à faible revenu qui, pour certaines, payent des loyers de 10 000, de 15 000 francs. Donc, pour ces personnes-là, ça met en lumière le problème de logement aussi. Abidjan est saturé, il y a des problèmes pour pouvoir se loger. On parle de logements sociaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être penser, pour ces populations à faible revenu, mais vraiment extrêmement faible revenu, de pouvoir leur mettre en place des habitations à loyer modéré de ce type qui pourraient leur permettre de quitter ces zones, parce qu'elles ne sont pas là par gaieté de cœur. Ce n'est pas parce qu'on a envie d'y être qu'on est. On a des difficultés à pouvoir se loger, on a des difficultés à pouvoir avoir un revenu décent. Donc, on est obligé, malheureusement, à contre-cœur, de se retrouver dans ces zones. Et en plus, si Abidjan n'était pas la seule zone qui avait aussi une forte concentration économique, imaginons d'autres villes aussi, à peu près peut-être du même niveau qu'Abidjan, d'autres personnes pourraient habiter à l'intérieur du pays, ça inciterait d'autres personnes à y aller, mais tout ce que concentre à Abidjan également. Vali Gounogo nous dit condoléances, donc nos condoléances, mais je pense qu'à ce sujet, l'État doit voir une autre faisabilité, j'utilise des mots, par exemple la construction de HLM avant de déguerpir les populations. Bon, moi j'entends tout ce que vous dites. Je crois que sur ce plateau, chaque fois qu'on a abordé ces sujets-là, nous sommes tous unanimes à reconnaître qu'on n'a pas été tendre avec le gouvernement. On a dit un certain nombre de choses, on a toujours évoqué la responsabilité du gouvernement et personne ne peut cacher cette responsabilité-là. C'est vrai qu'il a une grande responsabilité en ce qui se passe. Mais moi, je voudrais ce soir particulièrement m'adresser à nos concitoyens.
Moi, je voudrais vraiment faire le plaidoyer auprès de nos concitoyens. Il faut être honnête, il faut être réaliste. Moi, je pense que rien ne vaut la vie. Pour que tu aies quelque chose à faire et que tu aies un petit gombo, c'est parce que tu vis. Mais si tu ne vis pas demain, les gombos pour lesquels tu es dans cet endroit précaire, dans cet endroit où ta vie est menacée, là, tu ne pourras pas réaliser. Donc, arrivé un moment, il faut quand même qu'on puisse... Ça, il faut qu'on ait le courage de faire le choix qui s'impose. On est dans une zone où notre vie est constamment menacée. Mais attends, je crois pour ma part que la preuve, quand il y a eu des déguerpissements, on a vu à Abidjan ici des zones qui ont été déguerpies. Je prends le bord lagunaire de Port-Boué. Il y a plusieurs autres zones qui ont été déguerpies. Mais ces personnes-là sont allées où aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont restées dans la mer? Ça a été difficile, mais au final, on a pu trouver quand même des points de chute. Mais aujourd'hui, leurs vies sont préservées. Donc, quelque part, il faut quand même que nos concitoyens comprennent qu'il y va de leur vie. D'autres sont là-bas avec enfants et familles. C'est vrai qu'on dira que les moyens financiers sont difficiles, c'est précaire. Mais si les moyens financiers sont difficiles, c'est précaire, mais il faut que tu vives. Il faut qu'on trouve une solution. Moi, je crois que des personnes même ont été déguerpies. Depuis le 5 juin, l'opération a été lancée. L'opération pour sauver ma vie, je quitte les zones à Bobo Koulitia. Les personnes qui ont été déguerpies, d'autres étaient encore là. Le gouvernement a trouvé un endroit provisoire, un hôtel qu'il a réquisitionné de façon provisoire. Certains sont restés en attendant que vraiment la solidarité ivoirienne se mette en place et que certains retournent chez des cousins, chez des neveux, chez des frères et autres, tout ça, trouver des points de chute. Mais aujourd'hui, cette zone-là, qui a été déguerpie, là, bon, il n'y a plus personne, mais la zone est très menacée avec cette forte saison de pluie. Surtout même que la Sodexam annonce encore que cette période de pluie-là partira de maintenant jusqu'à août. Donc ça veut dire qu'on a encore des précipitations qui sont en train de venir, on a encore des menaces réelles. Mais il faut qu'on puisse faire le choix qui s'impose. Moi, je crois qu'à ce niveau, il faut qu'on ait le courage quand même de le dire aussi, quoi, à l'endroit de nos concitoyens. Il faut faire un effort. Bon, je pense que ce drame, le énième d'ailleurs, montre bien que les effets de communication résistent mal à la réalité. Bien sûr, personne n'indexe le gouvernement, mais on juge un État, un gouvernement, par la manière dont il traite les plus faibles, notamment les pauvres. Et dans ces zones-là, celles qui y habitent sont quand même des personnes qui ont un revenu très bas. Tout à l'heure, Edith parlait de logements sociaux. Je pense que cela fait 10 ou 15 ans qu'on en parle. Et même avant l'arrivée du président Ouattara, il avait été question de construire des logements pour les plus démunis, etc. Cela n'a jamais vu le jour, ou en tout cas, ça n'a pas été fait de façon massive, de sorte à permettre à ceux qui n'ont pas les moyens d'être logés décemment. Donc je pense qu'au lieu de spéculer sur les responsabilités de ces pauvres familles qui sont en deuil et aussi sur celles du gouvernement, il serait peut-être bon de réfléchir à une bonne formule pour qu'on ait quand même un niveau de prise en charge de ces populations qui soit conforme au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous sommes un pays quand même important dans la sous-région. On ne peut pas abandonner ces populations à elles-mêmes. Et puis il y a une expérience. J'ai renchéri dans le. Vous finissez, on viendra. Alors je vais dans le sens d'Alain, c'est qu'il y a une expérience qui a très bien marché, c'était l'expérience du Biabou, Abo Biabou. Oui. Et c'était les déguerpis de Washington. On se rappelle, Washington, c'est le versant derrière le lycée technique, entre le lycée technique et Adjamé. Alors là où il y a le pont piéton, il y avait un gros bidonville qui était là, qui s'appelait Washington. Et donc, je me rappelle qu'en 1997-98, par là, ils ont été donc déplacés parce que l'État avait pris la peine de construire Abou Biabou et on les a déplacés là-bas. Et puis après, on a rasé le coin. Donc, je veux dire qu'à un moment donné, il faut penser à ce genre de solution-là. Et ici, dans ce même pays, on a construit par exemple pour à l'INJS, pour recevoir donc, les jeux de la francophonie. Des petites choses comme ça qu'on peut construire rapidement. C'est pour ça qu'il faut identifier. Quand on identifie le nombre de personnes et qu'on sait exactement le nombre de familles, on construit des petites choses. C'est des résidences, je vais dire, provisoires, peut-être provisoires ou transitoires. Et puis à partir de là, les gens s'installent et puis on rase le quartier. C'est ça qu'ils ont identifié les zones 54, c'est ça, 52, 54. Voilà, parce qu'il y a une chose qu'on oublie. Souvent, les zones ne sont pas précaires, je veux dire, originellement. Elles deviennent précaires par la suite, par la façon de coloniser les zones. C'est-à-dire que l'État ne prend pas peut-être la peine de viabiliser certaines zones et puis qui donne à construire. On a remarqué, par exemple, c'est vrai, ici on parle d'éboulement, mais vous allez remarquer, il y a des zones comme à Niangon, entre Niangon et le terminus 27 et le village de choses, comment on appelle ça,
j'ai oublié un peu, mais là-bas, Azito. Mais là-bas, vous allez voir que on ne dira pas que c'est une zone précaire, mais il n'y a pas de rue entre les maisons. C'est-à-dire les gens ont construit comme ils veulent. Donc, imaginons, ça peut ne pas être la pluie, mais ça peut être un autre incident, voilà, qui peut créer, un incendie, je veux dire, voilà, un incendie, par exemple, ça peut créer. Donc, je veux dire que l'État a le devoir de régler, vraiment de réglementer la vie. À propos des chiffres, on avait noté donc 54 zones. Il y avait 4 000 ménages, autour de 25 000 personnes à reloger éventuellement. Alors, il y a une question pour vous. Combien de cousins avez-vous relogé? C'est une question de... Non, parce que j'en ai pas dans la zone. J'en ai pas dans la zone, mais si j'en ai dans la zone, la solidarité ivoirienne, ça, personne ne peut la nier. Quand on a été face à la crise, à la rébellion, on a vu combien de personnes sont descendues du nord. Toutes ces personnes se sont retrouvées où? On s'est retrouvés tous à Abidjan, on s'est soutenus comme on pouvait. C'est une réalité. Moi, je voulais rebondir en fait sur ce qui a été dit tout à l'heure. Vraiment, on entend vraiment tout ce qui est dit par rapport aux efforts que le gouvernement doit pouvoir faire. Ça a été fait au temps du président Bédié avec ce qu'il dit, le Biabou. On a vu ce que ça donnait comme résultat. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on perde de vue que de cette période à aujourd'hui, la population abidjanaise est passée pratiquement du simple au triple. C'est une réalité. Du simple au triple, les conditions de vie sont devenues beaucoup plus difficiles. Ce qu'on pouvait acquérir à ce temps-là, aujourd'hui, c'est plus évident. C'est une réalité. La population vraiment s'est accrue et les moyens aussi de subsistance vraiment se sont rarifiés d'une manière ou d'une autre. La chose qui, moi, je pense, qui est honnête de dire, parce qu'il ne faut pas aussi faire de la fuite en avant. La chose qui est honnête de dire, le gouvernement, avec sa bonne volonté, même le plus grand gouvernement au monde, le plus riche, ne pourra jamais reloger tous ceux qui sont en situation de précarité. Je prends un exemple simple. On est en France. Mais c'est des milliers de personnes qu'on voit sous les ponts quand tu vas à Paris. Quand on va à Barbès, on va dans des coins, on voit des personnes qui ne sont pas logées. Mais la France, c'est un grand pays. Je finis. Terminez rapidement, s'il vous plaît. Des gens qui dorment sous un pont pendant l'hiver, ils sont en situation de risque. Ils ne sont pas en zone de risque, mais ils sont en situation de risque où leur vie est menacée. C'est une réalité. C'est des milliers de personnes qui vivent dans des conditions précaires. Que ce soit là-bas, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout. Vous ne verrez aucun pays au monde où tous ceux qui sont en situation de vulnérabilité ou bien de situation précaire sont pris en charge. Ça n'existe nulle part. Je suis d'accord avec vous. Non, je finis de parler. Vous terminez en 5 secondes. Oui, je finis en 5 secondes. Donc la réalité est là. On est tous unanimes, on entend qu'il y a des efforts qui peuvent être faits. La question ne peut pas être adressée totalement. L'État peut faire un certain nombre d'efforts. Mais je crois et je le répète que nous, en tant que concitoyens, avons une responsabilité à jouer. Ce matin, le Premier ministre a dit quelque chose que moi j'ai trouvé était juste. Il a dit c'est vrai, on l'entend, les gens ont vraiment besoin de rester. Quand tu viens les voir, ils te disent non, c'est un peu compliqué, c'est difficile. Mais lui, en tant que Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, il a la responsabilité d'éviter qu'un de ses concitoyens meure. Non, mais tu veux comparer juste... Vous avez 30 secondes chacun. Tu veux comparer des pays dans lesquels les SDF, même s'ils sont sous les ponts, qui ne sont pas bien sûr des zones à risque, même s'ils sont sous des ponts, il existe des foyers pour SDF, vous les accueillez. Il y a tout un dispositif dans ces pays développés où même si vous êtes dans la rue, vous avez la possibilité de pouvoir avoir un logement en attendant de pouvoir trouver un logement à loyer modéré. C'est complètement différent. Je veux dire une chose. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec donc la position de l'Élysée. Ça ne veut pas dire que j'abandonne la mienne. Je suis d'accord. Ça fait 30 secondes. Mais il y a un chiffre que Brice a donné qui est important. Il a parlé de 25 000 personnes à reloger, n'est-ce pas? 25 000 personnes concernées qui sont dans ces zones, 50 zones à risque. Alors qu'on a les filets sociaux. Les filets sociaux, depuis 2019, c'est 18 milliards au minimum par an que l'État dépose dans ce qu'on appelait les PTM, programmes de transfert mobile, de monnaie, voilà, transfert monnaie. Donc, et qu'on dépose sur les mobiles de certaines familles. 125 000 environ. Et aujourd'hui, pas plus tard que cette semaine, un autre partenariat a été cité et signé avec la Banque mondiale pour l'octroi de 100 milliards. Et donc, dans ces 100 milliards, on dit qu'on va encore identifier 300 000 personnes. Je veux dire 300 000 familles. Ça veut dire que si on a cette manne-là, au lieu de donner à des gens pour manger, pensons déjà à les loger avant
de chercher à les nourrir. C'est pour ça que je dis on est dans la réaction, on n'est pas dans l'anticipation. Docteur Sanogo nous dit sur nos pages de réseaux sociaux. Non, pas Juste du 30 tout. secondes, Non, 30 pas du secondes. tout. Vous avez vos 30 secondes, monsieur Bouloubeu. Si vous me dites 15 secondes, c'est bon. 15 secondes. Allez-y. Ok, d'accord. Je voudrais dire une chose. Franck Etienne, Vous faut perdez qu'on 10 dise, secondes oui, pour faut qu'on dise aux Ivoiriens ce qui se passe. Quand la Banque mondiale te dit qu'elle met 100 milliards à disposition des filets sociaux, elle ne te prend pas 100 milliards pour te mettre à disposition. C'est tout un programme suivi avec et vous identifiez Oui, les mais dans ce personnes. programme, Comme il y a si les toi, TPM, il y a mais non, toujours c'est- les PTM. mais Ce qui veut ces dire, 100 c'est que milliards si ne sont quelque pas chose pris est pour aller prévu, construire des est logements prévu sociaux. pour- C'est ce que je voilà, te c'est dis. ça. L'État C'est devrait pas ce qui demander est à la Banque fait. C'est ce mondiale que je tout te dis simplement des justement. fonds. Voilà, donc l'État devait On est d'accord. réorienter ces Voilà, priorités. réorienter cette Je mets demande. 30 secondes aussi. Oh, non. Oui, là, c'est 30 secondes, c'est vrai. Non, Alain, Un peu de justice. je garde vos 30 secondes pour la prochaine prochaine fois, séance. très bien. Vous avez 30 secondes en plus, Alain. tout Non, ça. mais allez-y, allez-y. Merci C'est beaucoup. pour DJ TikTok. Oui, Ben alors, qu'il vienne. d'accord. Avec votre permission Mais bien sûr, il a fait toc-toc, donc il peut rentrer. Pas DJ mal, TikTok, merci beaucoup en tout cas pour les sujets. Une chose est sûre, hein, encore une fois, toutes nos condoléances donc, aux personnes qui ont perdu des proches, aux disparus et puis prompt rétablissement aux blessés. En tout cas, on souhaiterait, justement, Élisée l'a dit, que plus jamais notre pays ne connaisse ce genre de situation. Sur ce, allez, on est jeudi et comme les jeudis, on a une petite escale fun. DJ TikTok s'installe. C'est le DJ du Maki Live TV ce matin qu'on vous propose, ce soir qu'on vous propose sur nos antennes. C'est à vous. C'est parti. De retour, DJ TikTok. On s'amuse, on s'enjaille. Toi-même, faut voir. Tout a augmenté dans le pays là. Huile, essence. Aïe, pour qu'on s'y coche même. Grossesse est passée à 12 mois maintenant. Toi-même, faut voir. Chacun a son étoile. N'ayez pas peur de la mort. Mourir n'a jamais tué quelqu'un. C'est pas de ma photo. Ah, papa m'a béni. Tu as lutté pour avoir passeport. Mais depuis là, tu voyages pas. Tu peux rien. Ton passeport là, c'est calepin ou bien tu n'as pas de transport. Ça ne sert à rien de m'en vouloir. Ah oh. C'est ton femme béni. C'est vrai que tu peux ne Bac approche, Dieu va devenir célèbre encore. pourras jamais cacher mon soleil de L'homme qui s'appelle Kérosène voulu donner voiture. et tu vas t'habituer. Odeur de souvent. Kérosène là-haut, Et c'est tout. c'est dans quoi on met? Tu dis que Je te demande le père. toi qui veilles en parlant de moi, ce n'est pas ma faute. Oh, quand moi je me fâche, Tu veux ressembler. je deviens autre personne. Excuse-nous, oh, Kaelou. Tu peux me retarder, mais moi là c'est Dieu. Tu étais pressé pour grandir. Voilà maintenant, on dit que ton avenir se trouve entre tes mains. Tu as chaud maintenant. On va commencer à changer de parents maintenant. Où sont les gens qui l'appellent miel quand on était à l'école là? C'est comme à la NASA. Le bien, tu vas récolter le bien. Go to speak, spoken, to break, broken. Voilà nous aujourd'hui, la galère veut mettre la honte sur nous. Mais c'est toi qui dis. Jonathan Morrison a bloqué compteur des projets. Il paraît que Live TV là, c'est pour lui encore. Chacun a Fabrice Aouillon même a étonné. ça fait bien de m'en vouloir. C'est pas Toi-même, faut voir. Ce qui me plaît, quand tu paries dans la boxe, c'est que même quand tu perds ton argent, celui qui t'a fait perdre ton argent, hein, on le frappe pour mettre dessus encore. tranquille. Mas Alain Gradet. Bonsoir à toi, Tu vois. Oli la machine. Arrivé un moment de la vie, on parlera de toi. Bienvenue en Côte d'Ivoire, Parlons bien ou où quand tu construis une maison, on ne l'a. c'est la pluie qui vient tester pour voir si c'est bon ou pas. On parle de toi parce que t'es un champion. Didé TikTok, roi des immatures, le Yakuba. Tu es de barayer, de barabara, c'est le maintenant. Ne t'inquiète pas les salauds. Les salauds sont comme ça. On va parler, critiquer, mais tu demandes le champion. Bon, on vous invite à rester sur le Maki Live TV. DJ TikTok va assurer l'ambiance. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Lundi, on sera sur ce plateau. Demain, c'est Connie et ses girls. Prenez soin de vous et des autres. Comme dirait quelqu'un, toi-même, faut voir. Dans le-